Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Oumou Guiraud. Je serai l'animatrice et la modératrice aujourd'hui. Entre autres, je suis aussi chroniqueuse et animatrice littéraire, une grande passionnée de lecture. Donc, bienvenue aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Olga Duhamel-Noyer, qui est écrivaine et éditrice québécoise, qui a écrit notamment le livre Mykonos, dont on va parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Nous avons aussi Christiane Vatnet. Donc, Christiane Vatnet est romancière, nouvelliste et scénariste. Nous allons parler de ses deux œuvres, Faune et les ressources naturelles. Et nous avons en ligne Lune Vuillemain, qui est actuellement en France et qui a écrit Border la bête. Donc, bienvenue à vous trois. Donc, pour commencer, j'ai toujours une petite question d'introduction qui me permet en fait de rentrer dans le sujet. La première fois que vous avez écrit, qu'est-ce que vous vouliez partager? Est-ce que quelqu'un veut commencer? La première fois qu'on a écrit quoi? Parce que quand même... Écrit, que ce soit votre premier roman ou un texte, la première fois que vous avez écrit. Moi, j'ai pensé à cette question-là pendant des années maintenant que vous l'avez posée. Je n'ai jamais pensé à cette question-là, mais je sais pas. Pendant ce temps-là, je parle et vous, je me dis que ça vous donnera une idée. Oui, c'est vrai que c'est une vaste question, mais moi, je pense qu'au sens général, quand j'écris, c'est un peu par sentiment de bouleversement extérieur au départ, donc n'importe quoi. Puis je suis très inspirée par certaines images plus fortes qui m'habitent pendant des années. Donc j'avoue que je ne suis pas sûre que je me rappelle exactement la première fois que j'ai écrit, mais disons les premiers textes plus significatifs, ça a toujours été autour d'une image qui me fascine beaucoup. Pour prendre un exemple concret, là, dans Faune, j'avais cette image que dans nos rêves, il y a énormément d'animaux sauvages. C'est encore très courant aujourd'hui, par exemple, de rêver qu'on est poursuivi par des chiens ou des ours et tout ça, alors que notre vie contemporaine est très balisée et se passe beaucoup à l'intérieur et devant des ordinateurs. Donc, cette image-là m'obsédait, puis ça a été une espèce d'exploration de ça. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais en tout cas, pendant ce temps-là, mes collègues y ont pensé. Je vais continuer avec vous, Olga. Ah non, on avait dit que c'était Lune. On avait dit, Okay. on s'est entendu pour dire que c'était Lune qui allait parler. Lune? Oui, sur cette question, mais je crois que je rejoins Christiane et Olga. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui a été... Si, l'élan, je le sais, parce que en fait, quand j'étais enfant, ma mère animait des ateliers d'écriture à l'extérieur de la maison, mais aussi à la maison. Donc j'ai des souvenirs très flous, mais c'est aussi des histoires qu'on raconte dans la famille de plein d'adultes qui débarquent dans la maison, dans le salon et qui se mettent à écrire, chacun dans son coin, et qui lisent les textes à la fin de l'atelier. Et donc j'ai un peu baigné là-dedans et je crois que la première fois que j'ai écrit, ça devait être un atelier d'écriture. Je ne me souviens pas de quoi, ni ce qui a vraiment surgi et d'où ça surgissait, mais en tout cas c'était motivé par, je crois, l'admiration et la fascination pour tous ces gens qui se mettaient à écrire des histoires et qui se les partageaient. Merci, Lune. Olga? Moi, j'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours écrit un peu comme ça, mais j'ai publié un premier roman assez tard, en fait. Puis écrire, c'était juste le bonheur d'écrire. Je lisais beaucoup enfant, puis quand on lit enfant ou jeune adolescent, ça arrive souvent qu'on est contaminé par ça, par le goût de l'écriture, quelque chose comme ça. Merci. Aujourd'hui, la thématique, c'est écrire les menaces environnementales, un luxe de privilégiés. Ma deuxième question, c'est que moi, pour ma part, c'est la première fois que je lis des livres sur les enjeux environnementaux, parce que c'est pas le type de livre que je lis, mais j'ai été quand même assez surprise parce que j'ai vraiment apprécié vos livres. Mes lectures sont plus centrées sur les débats actuels qui touchent notre société, comme par exemple le projet de loi 94 ou encore le projet de loi 97, et ou encore tout ce qui se passe dans le monde. On est en octobre. Hier et avant-hier, il faisait encore très très chaud, donc c'est quand même des enjeux problématiques. Alors moi, je voulais savoir maintenant pourquoi c'est important d'écrire sur ce sujet-là. Est-ce que... Olga?
Est-ce que c'est important d'écrire sur ce sujet? Moi, déjà, je n'avais pas remarqué que j'écrivais sur ce sujet-là. Je me suis demandé, je me fais coincer. Cette thématique est très, très intéressante, mais je me suis un peu coincée parce que je n'ai pas vraiment écrit là-dessus. Non, c'est vrai, ça a été mon sentiment. Mais j'ai écrit toujours sur certaines angoisses. Avant, j'avais écrit sur la forêt, puis combien la forêt m'angoisse beaucoup. J'avais commencé avec... en exergue, j'avais mis Charles Baudelaire, Grand Bois, vous m'inquiétez comme les cathédrales, des choses comme ça. J'ai vu, Christiane, que vous étiez née l'année de Tchernobyl. C'est sûr que je suis quelqu'un d'assez angoissé pour ces choses-là, donc est-ce que c'est une angoisse générale? Oui, peut-être, au fond. Mais je n'avais pas prévu que ça soit comme ça pour Mykonos. Ça m'a débordé. Merci. Oui, ben, en effet, c'est vrai que c'est très prenant. Moi, j'étais plus dans une démarche consciente quand j'ai écrit mes 2 livres de cet enjeu-là. C'est vrai qu'au départ, fond de mon premier livre, je voulais vraiment écrire sur ce sentiment de sublime qu'on peut ressentir face à la nature quand on sent qu'on perd le contrôle, par exemple, quand il y a des tempêtes, quand il y a toutes sortes de choses. Et puis, c'est vrai que vouloir parler de ça aujourd'hui, forcément, c'est parler de ce qui se passe autour de nous. Puis là, je viens de publier un 2e livre qui est vraiment très centré sur cette idée de comment est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on fait de notre temps, qu'est-ce qu'on fait de nos actions maintenant qu'on est plongé dans cette crise environnementale qui teinte même nos lectures, en fait, de n'importe quel livre là, qui n'était pas nécessairement, en effet, écrit dans cet espace-là. Moi, c'est sûr que j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là parce que c'est sûr qu'écrire un livre, ça ne sauve pas le monde, là, malheureusement. En même temps, j'ai l'impression de contribuer à renouveler l'imaginaire. Pour moi, c'est pour ça que c'est important. Je pense que toute notre vie, puis nous les écrivains, on le sait vraiment, on est habité par des récits. La vie est faite de plein de mythes, de plein de fictions qui sont construits et construites aussi par ce qui nous entoure. Et donc, moi, j'ai envie de participer à un renouvellement de la place de l'être humain dans la nature, de notre imaginaire du vivant. Donc, mes livres sont beaucoup autour de cette question de la fluidité entre l'animalité et l'humanité qui, finalement, nous permet de nous réinscrire dans un écosystème qui est repensé, puis qui est plus égalitaire, puis qui est justement, plus une communauté. On va en parler après parce que j'ai des questions justement sur ce sujet-là. Je vais passer à Lune. Pourquoi c'est important d'écrire sur ce sujet? Oui, c'est une bonne question parce que je crois que quand je commence à écrire un texte, et je dis texte parce que parfois un texte devient roman ou devient nouvelle et parfois ne devient ni roman ni nouvelle et reste un texte ou un fragment. Je crois qu'il y a pas un seul moment pour l'instant dans ma vie d'écriture où je me suis dit je vais écrire un livre sur tel sujet. D'ailleurs, mon roman Border la bête, très souvent on me dit c'est un roman sur la nature et d'autres personnes pensent que c'est plutôt un roman sur le deuil ou un roman sur l'amitié. Et en tout cas, l'élan de l'écriture ne part pas d'une envie d'aborder une thématique. Mais force est de constater que depuis quelques années, à chaque fois que j'écris et que ça se transforme en histoire, c'est quand même centré sur notre relation à nous, les humains, aux non-humains et surtout aux territoires dans lesquels on vit, on travaille, on se meut ou qu'on traverse. Et ça, je pense que ça me vient aussi par ma pratique de l'écriture dehors, c'est-à-dire que je marche beaucoup, j'écris d'abord au carnet avant de passer à l'ordinateur, et donc il y a toujours un moment où j'écris en étant dehors. Forcément, ça a des répercussions. Et puis, comme Christiane vient de dire le mot prenant, et moi j'ai 31 ans, donc j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai entendu parler d'enjeux climatiques, de crise climatique, de relations à la nature, de pollution. Et là, on est dans un tel moment de urgence, n'est même plus le mot, quoi. C'est que forcément, mes histoires, pour l'instant, sont empêtrées de nos relations à ce qui nous entoure et forcément de la crise climatique. Mais c'est pas vraiment une volonté, finalement. Justement, pour aller plus loin, moi j'ai trouvé que la relation qu'il y avait avec les animaux dans votre livre, Border la bête,
était très forte, surtout au début, quand ça commence avec l'orignal qui meurt. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tendresse qui nous accompagnait de prendre soin aussi de ce qui nous entoure. Christiane, dans votre livre « Les ressources naturelles », vous faites une fixette sur les méduses. J'aimerais que vous en parliez parce que je pense qu'il y avait beaucoup de mots méduses. Donc, ce rapport qu'on a avec les animaux qui nous accompagnent, je voudrais citer 2 passages. Donc, l'une, vous écrivez « Tout le monde veut travailler avec les animaux pour avoir la chance de les voir de près, espérant les toucher, créer des liens forts avec eux. Mais ici, on ne travaille pas avec les bêtes, on travaille pour elles. » Ou encore, vous, Christiane, vous écrivez dans Ressources naturelles, vous dites « Un agent de la faune leur explique qu'il n'y a rien de sorcier, que l'animal cherche à s'alimenter et que c'est nous qui sommes le mystère et le surgissement de la malédiction. » Est-ce que c'est nous le problème? Parce que là, en fait, c'est les animaux, on montre en fait l'importance des animaux. J'aimerais que vous développiez un peu plus ce rapport avec les animaux. Est-ce que l'une, vous pouvez répondre, commencer? Et par rapport à l'extrait que vous avez choisi, qui émane quand même d'une expérience personnelle, puisque j'ai travaillé en refuge pour la faune en Ontario il y a quelques années. Et j'y suis arrivée vraiment avec ce fantasme-là dont le personnage d'Arden parle dans le livre, c'est-à-dire je vais travailler avec des animaux sauvages, donc forcément il y a un moment où je vais créer un lien avec une bête que je fantasme et que mon imaginaire mon imaginaire déploie plein d'histoires autour de ces animaux-là. Et au final, je crois qu'un peu plus loin dans le livre, ce même personnage dit que les gens qui viennent travailler au refuge dans le livre finissent par partir parce qu'ils se rendent compte qu'à la fin de la journée, on est juste couvert de notre transpiration, de sang, de terre, d'urine et de sel. Parce que le travail en refuge, du prendre soin d'animaux blessés et parfois mourants, c'est aussi nettoyer des box, nettoyer des animaux, enlever la paille pleine d'urine, nettoyer la merde, et puis faire face à la mort qui est omniprésente. Malgré le fait qu'on tente tous les jours de sauver et de prendre soin, la mort est toujours là. Donc ce passage du livre, c'est vraiment un écho à ma propre ignorance en fait, et mon fantasme d'Européenne qui débarque en Amérique du Nord avec sa faune que je ne connaissais pas et qui me fascinait. Et en fait, effectivement, les personnages du livre, en tout cas 2 d'entre eux, expliquent qu'ils travaillent avec les animaux dans une volonté peut-être de réparer quelque chose, mais je ne sais pas s'ils se disent que c'est eux le problème, mais qu'en tout cas, il y a une relation qui a été cassée à un endroit et qu'ils essayent de raccommoder comme ils le peuvent. Christiane? Oui, je pense que j'ai commencé un petit peu à y répondre tout à l'heure, peut-être j'ai anticipé la question, mais c'est sûr que moi, je suis quand même assez choquée par cette distance qu'on met entre nous et les autres espèces animales. Comme l'une le décrit, on a envie d'aller vers eux et tout ça. Je pense qu'on est dans une époque où on est en train d'abolir la distance philosophique, concrète qu'on a mis avec eux, dans le sens où, quand mon premier livre est sorti, tout le monde me dit « Ah oui, mais les animaux, ils sont vraiment intelligents et les êtres humains sont comme des animaux. » Mais j'étais comme « Mais on est des animaux, la frontière est beaucoup plus étroite que ce qu'on pense. » À chaque fois qu'on a essayé de définir le propre de l'être humain, on a été très rapidement, en fait, déboutés parce que il y a plusieurs animaux qui sont capables de faire plusieurs choses qu'on est capable de faire. Donc, cette question-là de l'intelligence animale me fascine. Et donc, dans mon dernier roman, il y a aussi cette idée un peu qu'est-ce qui se passerait si on essayait vraiment de les comprendre de l'intérieur à l'aide de la technologie, quel genre de problème éthique ça poserait si on avait ce lien-là, parce qu'on a tendance à considérer beaucoup les animaux dans une perspective utilitariste. Puis les ressources naturelles, c'est vraiment un livre autour de cette question-là de l'extractivisme, non seulement de la planète, mais des corps et des êtres humains. Oui. Donc pour moi, c'est des questions importantes, puis qui deviennent... Bon, les méduses, vous parlez des méduses, ça m'a troublée. Il y a des méduses cyborgs dans le livre qui vont explorer le fleuve Saint-Laurent.
Puis en fait, on se dit, ah ben, elles vont y aller parce que ce sont seulement des méduses, ce sont seulement des robots, elles n'ont pas de cerveau, elles n'ont pas de cœur, c'est pas grave. Mais finalement, les méduses décident de ne pas aller là où il y a la catastrophe en question. Donc pour moi, c'est quand même, je pense qu'à chaque fois, j'ai essayé à travers un peu des éléments, soit de merveilleux, de science-fiction, de remettre en question cette frontière-là. Puis moi, j'ai l'impression, en tout cas, dans les dernières années, que c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus présent dans le discours, puis qui va finir par transformer notre rapport concret avec les animaux aussi, là. Je pense que tout le monde qui a un chat ou un chien sait qu'en fait, notre rapport concret avec les animaux, il est personnel, avec un animal qui a une personnalité, tout ça, l'une a dû vraiment le vivre quand même au jour le jour, malgré le fait qu'il faut ramasser leur paille et leur chose. Bien, je pense qu'on a besoin d'être là pour ensuite être capable de ne pas adopter une attitude justement extractiviste. Mais c'est très surprenant en Europe combien il n'y a pas d'animaux, en fait. Dans le sud de la France, par exemple, où je passe beaucoup de temps ces dernières années, il n'y a jamais d'animaux, il y a un petit peu de moustiques, presque pas. Les fenêtres sont grandes, ouvertes, il n'y a plus de moustiquaires. Je ne sais pas, je ne comprends rien, je comprends pas. Même ici, c'est quand même plein de bêtes qui veulent entrer, des petites bêtes, mais des bêtes. Mais de moins en moins, je pense, quand même. Aussi, même ici, là, tu sais. Puis il y a un concept super intéressant qui dit que notre vision de la nature est très teintée sur ce qu'on a connu, mettons, jeune. Par exemple, moi, j'ai connu des pare-brises pleins de moustiques. Puis maintenant, je considère que ça a décliné, mais en fait, des gens qui seraient arrivés avant moi puis qui auraient vu justement encore plus de... Tu sais, qui auraient vu, je sais pas, des renards ou... auraient encore une conscience agrandie parce que tout ça est difficile à saisir dans notre... Oui, dans notre temporalité. Notre temporalité humaine, oui, tout à fait. Très brève. Oui. Ouais, je rebondis, si je peux, sur ce que viennent de dire Olga et Christiane par rapport au sud de la France, justement, et à ce que tu dis, Christiane, sur notre perception, en fait, qui vient de ce qu'on connaît et de ce qu'on nous a inculqué. Il y a 2 ans, grâce à un livre, je me suis mise à m'intéresser aux insectes. Et typiquement, les insectes, si on ne va pas les chercher, on ne les voit pas. Et effectivement, il y a une énorme disparition des insectes au niveau mondial qui est très alarmante. Oui. Mais par contre, il y a aussi tous les insectes qu'on ne voit pas parce qu'on ne les regarde pas. Et c'est fou comme on m'a amené à passer des heures à juste regarder 1 mètre carré de garrigue dans le sud de la France. Et tous ces voyages qu'on peut faire en ne regardant qu'1 mètre carré d'herbe haute dans la garrigue et tous ces insectes qui y sont. Et ça, je ne l'aurais jamais expérimenté si on ne m'avait pas déplacé ma perception. Donc il y a encore tellement d'espèces qu'on ne connaît pas ou qu'on ne va pas chercher à rencontrer aussi. Merci Olga pour l'ajout. Moi, ce que j'ai trouvé super aussi intéressant dans vos romans, c'est que vous êtes vraiment très précise dans la description du paysage et de l'environnement qui vous entoure. Dans ce sens aussi, je voulais aussi parler du rapport que vous avez aussi avec la violence, parce que je voudrais faire le lien entre les enjeux environnementaux et la violence. Par exemple, Christiane, dans Faune, dans la première histoire, à la fin, ça se termine par un viol. Dans Mykonos, à la fin, il y a une personne qui meurt. Et puis, dans Border la bête de Lune, vous parlez des sévices corporels que Ardennes a reçus. Pourquoi c'était important, en fait, d'amener des éléments de violence dans vos romans? Parce qu'il faut que ça roule un peu, la narration, il faut qu'il y ait quelque chose, un pic, il faut qu'il y ait des choses comme ça, sinon ça ne fonctionne pas, quoi. Il y a quelque chose qui doit arriver. Non, c'est pas vrai? C'est vrai. En effet, je suis assez d'accord. Parce que moi, en fait, pourquoi je pose cette question? Parce que je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui arrivaient et que ça, c'est encore un truc au-dessus encore qui arrivait par rapport à toutes les choses qui arrivaient dans vos romans. Donc, je me demandais pourquoi est-ce que vous aviez eu besoin d'ajouter ces éléments. Moi, je vais y répondre, en tout cas, en revenant peut-être en lien avec l'autre question. Je pense que pourquoi, au final, j'écris à propos moi, je fais de la littérature environnementale, c'est parce que c'est la violence de la crise écologique qui me touche le plus, je pense.
on parlait tout à l'heure de la question animale, ben, tu sais, on a tendance beaucoup à dire que, bon, c'est triste que des espèces disparaissent parce que ça va détruire un pan économique, parce que ça va détruire le fonctionnement de l'écosystème, mais je pense que c'est important de dire que c'est ce qu'on vit en ce moment comme époque, c'est une époque de deuil aussi parce qu'il y a des êtres qu'on aime parce qu'ils sont ce qu'ils sont, ils ont leur propre culture, ils ont leur propre mode d'être, sensibilité, personnalité. Puis moi, je trouve qu'il y a une violence comme vraiment extrême dans la façon dont on agit en tant qu'être humain sur notre territoire. Donc, ça vient naturellement, tu sais, c'est ça vient comme une... C'est la toile de fond de tout ça, je pense, pour moi. Que le crime qui arrive, quoi. Oui, c'est ça. C'est criminel ce qu'on fait. C'est une histoire d'horreur. Moi, je dis. Oui, c'est vrai. C'est une histoire d'horreur quand même. Ouais. Lune? Oui, ben dans Bordel la Bête, la violence, elle est subie par les personnages humains, mais elle est aussi subie par les personnages non humains. Et d'ailleurs, il parle beaucoup de la violence que l'homme exerce sur le territoire et sur les autres habitants de ce territoire-là. Notamment, il y a tout un passage où les soigneurs vont récupérer 3 très jeunes castors qui sont orphelins parce qu'une propriétaire d'un terrain a dynamité un ouvrage de castors parce que la présence des castors sur son terrain la dérangeait et donc a tué les parents. Et il y a toute une conversation comme ça autour de la violence des humains sur le territoire et sur les non-humains. Après, cette violence qu'Ardenne a subie, dont tu parles, elle n'est pas non plus... je me dis pas à un moment, tiens, je vais écrire quelque chose qu'Ardenne a vécu de violent pour la narration en elle-même. C'est aussi parce que c'est une histoire de comment on apprend à vivre avec ses blessures, qu'elles soient physiques ou mentales, psychologiques, et comment on arrive à apprivoiser toutes nos fêlures et à quand même avancer dans la vie. Et donc, il y a un moment, en fait, où dans le développement du personnage d'Ardenne, c'est même elle qui m'amène à ces instants de violence physique et psychologique, mais qui sont quand même en miroir avec ce que subit le territoire en permanence de la part de certains humains aussi. Et donc, il y a, je crois aussi, dans nos vies et dans le monde aujourd'hui, un parallèle qui peut peut-être être fait entre les violences que subissent certains peuples ou les femmes, par exemple, et les violences que subissent les territoires. Par exemple, Christiane parlait d'extractivisme, on est en plein dedans. Peut-être qu'il y a un lien qui peut être fait aussi entre les corps du territoire, les corps non humains et les corps humains qui subissent des violences actuellement. Merci. Je voudrais m'attarder aussi sur votre livre Olga Mykonos, où 4 jeunes hommes se retrouvent en vacances à Mykonos. Donc on parle du tourisme. Oui. C'est quoi le lien en fait qu'on peut faire entre le tourisme et puis les enjeux environnementaux? On en parle souvent que prendre l'avion, c'est pas forcément une bonne chose, etc. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ça? Ben, ce que j'aurais à dire, c'est que mes personnages, moi, Pavel notamment, ou Yuri dans un autre roman que j'ai fait, ils sont pas bien, quoi. Ils sont pas bien sur la terre, ils sont pas bien dans leur vie, ils savent pas trop comment vivre, comment être dans le truc. Puis c'est comme ça, Pavel, il est traversé par toutes sortes de désirs, un peu contradictoires. Il ne sait pas si est-ce qu'il désire les garçons ou pas, ou toutes ces filles. C'est une bande de garçons, puis là, ils veulent tous se choper une fille, quoi. Tu sais, puis lui, il n'y arrive pas parce qu'il est un peu plus gêné, puis au fond, c'est peut-être pas son désir tout à fait, puis on ne sait pas exactement, puis il va finir par perdre un peu tout le monde à cause de son désir mal... Je ne sais pas s'il est déjà bien équilibré, notre désir, de toute façon, parce que le propre du désir, c'est un peu d'être dans le flou, dans le noir. Mais donc, tout ça pour dire que... C'est quoi la question que vous m'avez posée là-dessus, sur le tourisme? C'est ça, c'est que, ben oui, eux, ils sont jeunes, ils ont un peu de moyens, un tout petit peu de moyens, puis ils peuvent aller là-bas, puis s'amuser, puis avec la jeunesse, ben, ils sont trouvés beaux, tout le monde les trouve beaux à Mykonos. C'est des jeunes garçons... Ce serait des jeunes filles, ce serait pareil, mais ce serait un peu différent, mais ce serait un peu pareil quand même. Puis c'est cette jeunesse-là dont je voulais parler, dont j'avais envie de parler, et le fil du droit à se montrer, à vivre de ça, à profiter, à jouir de ça, de sa jeunesse, dans un endroit aussi beau que Mykonos. Ça fait partie aussi
du problème, j'allais dire, parce que tout le monde veut profiter de ce bel endroit. Même eux sont frappés par ce bel endroit. Même eux sont touchés par le fait qu'ils se trouvent tout à coup beaux. Tout à coup, ils trouvent que c'est beau l'endroit où ils sont aussi, que c'est extraordinaire. Puis ils vont se faire bronzer, ils vont changer de couleur, comme ça ils vont être plus beaux, encore plus beaux. Puis cette espèce de rapport à on va se promener, puis on va vivre la vie pour se détendre, pour vivre la vraie vie, puis draguer un peu les filles, draguer un peu peut-être les garçons, non pas les garçons là-dedans, mais en tout cas, pourquoi c'est un problème? Oui, c'est un problème. C'est le problème c'est le problème de la trop grande légèreté. Parce que c'est très lourd, au fond, sous ce plaisir-là autour de Mykonos, tous ces bateaux qui vont se promener, qui vont aller extraire, j'allais dire, la beauté des lieux. À force de vouloir la voir, la beauté, ils ont tout piétiné, tout est piétiné, quoi. Alors, c'est quelque chose comme ça, comment on piétine. Bon, à un moment, justement, Pavel se rend compte qu'il n'y a pas d'arbres vraiment sur Mykonos. Il n'y a plus d'arbres non plus. C'est grave, hein, il n'y a plus d'arbres. Mais personne ne s'en rend compte à part lui parce que les autres sont concentrés à faire autre chose. À faire autre chose plus importante, quoi. Tu sais, à tchigoboum, tchigoboum, comme ça. Mais j'adore Mykonos par ailleurs, mais c'est ça, c'est comme cette ambivalence-là. Justement, vous faites le lien avec la santé mentale. C'était aussi l'une de mes questions. Le lien entre l'écologie et santé mentale, on le retrouve dans votre livre, Les ressources naturelles, où Clémence a aussi des problèmes un peu de santé mentale. Et aussi dans Border la bête, où Arden et son ami se sentent pas très bien non plus. C'est quoi le lien que vous pouvez faire entre l'écologie et puis la santé mentale? Vous en avez un peu parlé, le fait de ne pas être bien, mais est-ce qu'on pourrait un peu approfondir? Pour ma part, en tout cas, c'est sûr que c'était vraiment, je vous disais tout à l'heure, j'écris à propos d'image. Je pense que l'image fondatrice pour les ressources naturelles, c'est cette idée que, à un moment donné, ça m'a frappé que quand on est anxieux et stressé, notamment au travail, on a des comportements assez animaux, comme se gratter, on va perdre nos cheveux, on va avoir des tocs, des comportements répétitifs. Ce qui est exactement le comportement de certains animaux en cage, quand vous écoutez des reportages là-dessus. Donc, j'ai trouvé que c'était très frappant comme image de se dire qu'on est dans un monde où on surtravaille, on surconsomme, tout ça pour détruire un truc qui, finalement, on voudrait garder pour pouvoir aller se reposer. C'est complètement... Il y a un cycle complètement là, perturbé à ce moment-là. Donc, je pense que cette idée de l'épuisement, elle est au cœur de la crise actuelle. C'est-à-dire que nous, on s'épuise à surconsommer, à surproduire, puis en même temps, tout autour de nous est épuisé, que ce soit la terre, que ce soit... Bon, donc ça me choquait beaucoup, et cet enjeu-là de la santé mentale, bien, il s'exprime par là, mais c'est aussi un enjeu de santé mentale de se dire, il faut que j'accepte le monde dans lequel je vis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent de l'éco-anxiété, qui vivent des éco-émotions. Et je pense que c'est pas évident. Puis pour surpasser ça, en tout cas, je sais que moi, l'écriture m'aide à finalement regarder les choses telles qu'elles sont, puis à me dire, OK, c'est ça l'état de situation, puis il y a des choses que je peux changer, il y a des choses que je peux pas changer, puis je vais accepter que mon monde, c'est le monde où, oui, il y a des choses qui disparaissent, mais il y a aussi... des bactéries qui apparaissent sur des continents de plastique, des trucs qui bougent, tu sais, c'est très déroutant tout ça. Mais en même temps, c'est avec ça que je dois composer maintenant. Puis en lisant, en écrivant ce livre-là, j'ai lu Vivre avec le trouble de Donna Haraway, qui est une philosophe qui a d'abord parlé d'informatique, mais qui parle aujourd'hui de nature. Puis ça m'a beaucoup aidé, moi, à accepter ça, de me dire, OK, bien, on a cette configuration de relation-là un peu étrange, mais c'est celle-là qui est la nôtre, avançons. Et moi, ça me fait du bien. Donc, il y a aussi des enjeux de santé mentale qui peuvent s'améliorer. Ou pas, mais c'est comme ça. Ou pas, mais c'est ça. Il faut faire avec. Merci. Lune? Oui, bah c'est sûr qu'on est empêtré dans ces éco-émotions. Je reprends ce terme que tu viens d'utiliser, que je préfère en fait. C'est la première fois que je l'entends, Christiane. Je ne sais pas si ça se dit beaucoup, mais je crois que je le préfère à éco-anxiété parce que autour des enjeux environnementaux et de la destruction de la biodiversité du vivant autour de nous et à cause de nous, je peux ressentir de l'anxiété, mais j'ai aussi souvent d'autres émotions, dont la colère, dont le sentiment d'impuissance.
Et beaucoup de gens autour de moi ressentent aussi cette colère, cette anxiété. Il y a des études qui montrent d'ailleurs que les générations d'ados d'aujourd'hui sont atteints d'éco-anxiété et de troubles de santé mentale assez exorbitants à cause de tout ce qui se passe au niveau mondial. Et donc ces éco-émotions, elles sont là. Christiane, tu dis ça, il faut composer avec. Et en fait, elles sont là tous les jours. On sort de chez nous, on se les prend dans la face. Et en même temps, même dans nos maisons, on est confronté à ces enjeux-là et à nos contradictions. Moi, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est nos propres contradictions par rapport à nos éco-émotions. C'est-à-dire que si je prends mon expérience, je suis très attristée par le fait qu'en France, par exemple, on n'arrive pas à vivre avec les grands prédateurs. Il y a toute une violence qui se déploie autour de la présence des loups en France. Ouais. Comment on cohabite avec les ours également. Les 3 ours. Les espèces qu'on appelle en France nuisibles, qui ont maintenant un autre nom, parce qu'on ne dit plus nuisible, mais c'est un nom un peu qui veut dire la même chose finalement. Pourquoi elles sont nuisibles pour nous? Tout ça me met en colère, m'attriste beaucoup. Olga, tu disais qu'il n'y avait pas d'animaux en France. C'est vrai que c'est très dur d'aller dans les bois parce qu'il se cache beaucoup d'animaux qui étaient diurnes. À un moment, sont devenus nocturnes pour ne plus nous croiser notre chemin. Bref, bon, je pourrais parler de ça très, très longuement. Et puis déjà, je sens que il y a plein d'émotions qui se jouent dans notre impossibilité à cohabiter avec des espèces animales non humaines en France. Et en même temps, dans nos maisons, on n'accepte pas la cohabitation avec ces espèces-là non plus. C'est-à-dire qu'on peut aller militer ou sensibiliser les gens à la présence des grands prédateurs ou tenter de sensibiliser à la disparition de certaines espèces. Et les araignées chez nous vont nous déranger. Les rongeurs dans le toit vont nous déranger aussi. Voilà. Donc ça m'intéresse de plus en plus. C'est nos contradictions, les miennes aussi, par rapport à ce vivre ensemble, la possibilité de vivre ensemble et de partager les territoires avec les autres espèces non humaines. Merci. C'est ce que je voulais poser aussi comme question. Par exemple, dans les ressources naturelles, vous dites avoir l'impression de passer à côté des choses. Et en fait, j'avais l'impression en lisant vos romans qu'on est vraiment à côté. Est-ce qu'on est vraiment à côté? À côté de quoi? À côté de ce qui se passe au niveau des enjeux environnementaux. Comme société, comme personne? Comme personne. Mon Dieu, bonne question. Ben, je pense que ça dépend toujours, tu sais. La société est multiple. Je pense que nous-mêmes, on est multiples. Ouais, je vais aller là. Je vais aller là. Je pense que Lynn vient le décrire. On est plein de contradictions en tant que personne. Je pense qu'on est aussi plein de contradictions en tant que société. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de valeurs différentes qui coexistent, qui font que, bon, on n'est pas non plus, je vais parler pour le Québec, mais tu sais, on n'est pas dans une configuration politique où il y a beaucoup de soucis environnementaux, où finalement, il y a énormément de greenwashing. On va toujours soutenir les choses qui ont un apport d'abord économique, qui vont... bon, c'est ça, on est toujours dans cette mentalité-là. Je pense qu'on est à côté, mais je pense qu'en même temps, il y a toujours la possibilité de révolutionner. Tu sais, là, on est beaucoup dans les éco-émotions puis dans le deuil et tout ça, mais en même temps, les choses changent parfois rapidement. Le mode, tu sais, dans les dernières années, je trouve que par rapport à plein d'enjeux, la société a quand même évolué de façon assez, tu sais, malgré tout, pas parfaite, mais quand même a avancé. Donc, je pense qu'on peut... tu sais, à travers aussi, bon, toute la sensibilisation, ce qui se fait, tous les enjeux qu'on a, toutes les discussions, on finit aussi par changer nos représentations puis changer nos actions. Donc, on est à côté,
Mais de moins en moins, tu sais. Puis la question, ça va être, à un moment donné, il va falloir faire des choix difficiles, là. Comme disait Lune, est-ce qu'on accepte de vivre avec les araignées? Est-ce qu'on accepte de moins prendre l'avion? Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter? C'est un peu à nous de décider, puis de voir si on préfère être à côté. Merci. Mais ça répond à la question, Olga. Mais je trouve que c'est une question difficile, la question de voyager. Est-ce que c'est quelque chose qui va être bon pour toute l'espèce humaine qu'on ne voyage plus? Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Moi, je pense que oui, ça sert à beaucoup de choses qu'on voyage, qu'on voit des gens différents, que tout se mélange. Mais, pardon? On apprend beaucoup en voyageant. On apprend beaucoup, beaucoup, mais en même temps, il y a quelque chose d'aussi trop léger, trop superficiel à voyager beaucoup. Je ne sais pas comment faire non plus. Mais je trouve que c'est une question intéressante parce que c'est une question qu'on se pose beaucoup ici. Mais en même temps, si on regarde la carte des voyages sur la Terre, là, les voyages, ça se passe essentiellement entre l'Amérique du Nord et l'Europe. C'est une question qui engage une certaine part de la population et qui engage pas une autre. Donc, tu sais, c'est ça, la question de voyager, comme vous dites, elle est vraiment pas la même, mettons, pour nous ou pour quelqu'un qui doit voyager parce que sa famille est à l'extérieur, parce que, tu sais, donc c'est vraiment une question très, très complexe, là, puis tu sais, c'est ça, autant c'est complexe de savoir si on est prêt à vivre avec les araignées, je pense que c'est complexe de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait avec notre transport maintenant, là? Lune? Oui, c'est une question compliquée. Est-ce qu'on est à côté ou pas? Je crois que la réponse, elle dépend un peu de où on se place au jour le jour en termes d'optimisme ou de pessimisme. Donc je crois que ma réponse, elle changera demain matin. Et elle n'aurait pas été la même hier. Parce qu'il y a des jours où j'ai l'impression qu'on est complètement à côté, ou en tout cas qu'on rame, quoi, qu'on ne prend pas des bonnes décisions assez vite, que nos contradictions, et donc les miennes aussi, n'empêchent de faire les bons choix, d'aller dans le bon sens. Et puis il y a des jours, comme dit Christiane, où je vois tout ce qui a bougé, tout ce qui se fait et qui est beau. De ce que je vois et je trouve beau, c'est de ce qui émane du collectif et des actions qui sont menées un petit peu partout, je pense, dans le monde par des collectifs. Et ça, il ne faut pas les oublier, mais il y a des jours où j'ai vraiment du mal à être optimiste, surtout parce qu'il ne faut pas oublier que nos dirigeants ont quand même beaucoup de pouvoir. Et en tout cas, je parle pour la France puisque c'est là où j'habite. Très clairement, ce pouvoir-là n'est pas du tout utilisé en faveur du vivant, qu'il soit humain, non humain. Et encore, voilà, nous, là, on est dans des questions de loi sur l'interdiction ou la remise en place de pesticides qui sont aussi délétères pour le territoire, les êtres vivants non humains et les humains, puisqu'on parle en France aujourd'hui beaucoup de cancers liés à l'utilisation de pesticides par l'agriculture intensive. Donc en ce moment, c'est difficile de nous trouver bien dedans, bien engagés. Là, je nous trouve en France très à côté, en tout cas au niveau de nos dirigeants et des décideurs, en fait. Donc ma réponse est comme ça aujourd'hui. Elle pourra peut-être changer un peu demain. Merci. Je voudrais Moi, aussi... je pense que c'est trop compliqué pour nous à l'échelle humaine. C'est trop compliqué. C'est ce que je pense toujours. J'ai pitié, moi. J'ai vraiment pitié de nous sur Terre. Non, mais j'ai pitié. C'est vrai, c'est vrai. C'est souvent ça. Je ne peux pas dire « Ah non, on est vraiment dégueulasse ». Je ne peux pas l'avoir comme ça. J'ai trop pitié, quoi. On est trop bêtes, quoi. On est bêtes, bêtes. OK. Bon. Je ne le dis pas pour vous spécialement, hein, vraiment pas, Non, pas du tout, au contraire. Mais... C'est dans la discussion, justement, je voulais parler des choses un peu plus positives. Il y a dans vos 4 romans, il y a l'amour aussi. Donc, dans Border la bête, on a une histoire d'amour entre Ardennes et puis, je ne sais plus la personne. Dans Mykonos aussi. Et puis, dans les ressources naturelles, il y a aussi Clémence qui aime un peu Valentin, je pense. Et puis, dans Faune aussi, il y a aussi quelques histoires d'amour. Je trouvais que c'était beau d'apporter de l'amour dans tous ces enjeux
apocalyptique, parce que des fois, vous allez vraiment très, très loin dans vos écrits, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant d'apporter ce côté comme un apaisement avec l'amour, comme si c'était ça qui nous retenait au réel. Est-ce que vous pouvez développer, est-ce que tu peux développer, Christiane? Oui, ben, je pense que l'amour... Alors, j'ai déjà eu une discussion sur Facebook avec une autre écrivaine où on se disait, finalement, la seule chose qui nous inspire comme des élans lyriques dans la vie, c'est l'amour. C'est la seule façon, on dirait, d'écrire quelque chose qui soit super positif, qui soit moins dans la violence, qui soit dans une espèce d'émerveillement. Oui, je pense, mais l'amour même au sens large, je pense que l'amour de là où on est, moi j'aime cette planète brisée malgré tout. J'aime quand même ma société, même si on la déteste parfois. Je trouve qu'on est dans un monde qui est plein de choses merveilleuses, qu'elles soient dans la nature, qu'elles soient en nous. Ce sentiment-là, cet élan-là de désir. Hein. Moi, je pense que ce qui est encore plus important dans mon livre que l'amour, c'est le désir. Je pense que en cette époque troublée, la question, c'est qu'est-ce qu'on désire? Est-ce qu'on désire le matériel? Est-ce qu'on désire une espèce de nature romantique ou est-ce qu'on désire la nature telle qu'elle est? Avec qui on a envie de vivre cette fabuleuse existence, qu'on a quand même la chance d'être ici maintenant au milieu d'innombrables galaxies qui flottent dans un noir sidéral. Je veux dire, on a quand même la chance d'être là. Qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que cette question-là, en tout cas, je l'élargis, mais je pense que c'est la question qui finalement nous permet d'avancer, puis nous permet de nous dire avec qui je fais ma communauté, avec qui j'ai envie d'avancer, puis jusqu'à quel point aussi, justement, je pardonne à la bêtise des gens, à la bêtise quand elle s'exprime dans nos vies puis quand elle est autour de nous. Donc, je pense que c'est quand même une clé, là, malgré tout. Ouais. Merci. Olga aussi, dans Mykonos, il y a beaucoup de désir et d'amour. Ben, en tout cas, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'envie d'être désiré. C'est surtout ça c'est très important d'être désiré et de susciter le désir. Mais après, bon, ça ne se termine pas très bien, Mykonos, parce que lui, il trouve qu'il a été trop désiré finalement. Finalement, c'est un homme qui s'est trop approché de lui, puis là, ça ne va pas bien aller, ce truc-là. Donc, mais de façon générale, je pense que c'est quelque chose qui nous porte complètement, heureusement. Oui, c'est sûr qu'il nous faut l'amour. Si on n'a pas l'amour, là, non, mais on est faite, là. Mais on ne sera pas faite parce que ça va fonctionner quand même, ça continue de fonctionner, même pour Pavel, qui va s'amender peut-être un jour, mais je pense. Merci. Lune? Oui, moi je crois que ce qui me plaît le plus, c'est que j'aime beaucoup écrire, c'est l'amour d'amitié. Il y a pas trop, j'ai pas trouvé le mot qui me convient pour parler de cet amour qu'on a pour nos amis. L'amitié, c'est comme pas assez fort. Donc dans Bordel la Bête, tu disais, il y a une histoire d'amour effectivement, mais il y a surtout des amitiés très fortes entre Arden et Jeff, et entre Jeff et la narratrice. Et moi, j'ai adoré écrire cette amitié qui est d'abord très timide entre la narratrice et Jeff quand ils se rencontrent, qui est faite de peu de mots parce que l'un est taiseux et l'une ne sait pas trop comment composer avec ces personnes qu'elle rencontre sur un territoire qui lui est inconnu, donc elle découvre tout, le territoire, ses humains, ses non-humains. Et donc ils parlent très peu et c'est une amitié qui grandit au fur et à mesure, qu'ils passent du temps ensemble dehors. C'est beaucoup fait de gestes, d'écoute et de jeu quelque part. Et moi, c'est ça qui me tient dans la vie par rapport à toutes ces échos-émotions qui peuvent surgir, jaillir tout le temps. C'est les amitiés, c'est ces amours d'amitié, vraiment. Mes amis proches, je les aime d'un sentiment qui va au-delà de l'amitié, mais qui n'est pas l'amour amoureux non plus, c'est quelque chose entre les deux. Et j'adore l'écrire. Et aujourd'hui, en France, j'ai un nouveau texte qui paraît en librairie où il est question d'une amitié entre deux cousines. Et en fait, c'est un amour entre deux cousines aussi. Et j'adore ce lien-là. J'adore l'écrire. Et puis, comme disaient Olga et Christiane à l'instant, purée, c'est ça qui nous fait tenir, quoi. Et c'est ça qui nous met aussi dans l'action, dans l'empathie, dans l'écoute, dans l'agir. Donc, voilà. Merci.
Ben, ça répondait à la question aussi, à ma dernière question, qui était est-ce que c'est ça, être vivant? Moi, je trouve que dans vos récits et dans vos romans, vous avez comme un acte militant, d'être militante sur ce qui se passe autour de nous, mais aussi de rester terre à terre. Donc, ma dernière question, c'est quoi pour vous être vivant? Je sais que l'une, vous en avez un petit peu parlé tantôt, mais je ne sais pas si vous pouvez développer. Être vivant, pour moi, c'est être relié, se sentir relié. Parce qu'on peut l'être et des fois se sentir éloigné, plus trop relié. Mais en tout cas, quand je me sens vivante, c'est que je me sens reliée, que ce soit à des amis, à des proches, ou comme par exemple, il y a 2 jours, je me suis sentie extrêmement reliée à une poétesse que vous connaissez sûrement, c'est Marie-André Gill. Il y a 2 jours, j'ai acheté son nouveau livre de poésie qui vient d'arriver en France. J'ai lu ses poèmes, ça m'a fait un bien fou, c'était un remède à beaucoup de maux. Et je me suis comme sentie reliée à elle alors que je ne l'ai jamais rencontrée. Et en fait, j'ai partagé ces poèmes à des amis. Ça m'a reliée à eux. Et en fait, comme Marie-André Gill parle aussi beaucoup dans ses poèmes du territoire et de son rapport au territoire. D'ailleurs, je crois qu'il y a... est-ce que je vais tenter de la citer? Je ne vais pas réussir, mais il y a un moment où elle dit quelque chose comme parfois j'arrive à toucher du doigt qui je suis et ça arrive presque toujours dans le bois. Ben, c'est ça aussi, c'est me sentir vivante, c'est me sentir reliée quand je suis dehors. En ce moment, je suis dans les Alpes et je vais tous les jours voir le torrent de rivière qui passe en dessous du hameau. Et ben, il se passe quelque chose et je me sens comme liée, reliée à cet endroit du territoire que pourtant je ne connais pas, que je découvre. Et donc voilà, être vivante pour moi c'est ça, c'est se sentir liée à ce qui nous entoure ou à un ami proche ou à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui vit à l'autre bout de la planète mais qui a écrit quelque chose qui vient nous chercher en dedans. Merci Lune. Christiane, Olga? Ben ouais, c'est très beau, tu sais, c'est vrai qu'il est très beau, le livre de Marie-André Gill, lisez-le. Tout ce qui est vivant n'est pas mort, quoi. Non, vraiment pas. Puis moi, je pense que c'est l'émerveillement, en fait, qui me fait sentir vivante. C'est le sentiment d'être devant quelque chose que j'arrive pas à comprendre, puis qui, finalement, la littérature me permet de toucher ou d'avoir l'impression de lui donner une forme. Puis c'est comme ça dans ma vie personnelle aussi. Je pense que j'aime être renversée, étonnée. Tout à coup, justement, quelqu'un me montre la vie d'une façon dont je l'avais pas perçue. Je pense que ça, c'est vraiment les moments. Puis l'art, c'est drôle parce qu'on en revient à parler de l'art aussi. L'art me fait beaucoup ça. Donc, je pense qu'être vivant, en tout cas, pour moi, c'est ça. Merci, Christiane. Olga, le mot de la fin? Le mot de la fin. Ben, c'est drôle parce qu'il n'y a pas beaucoup de plus public, mais il y a quand même 2 personnes que je connais bien dans cette salle. Il y a Lynn, puis il y a Anne derrière Lynn, qui quand même je connais depuis les années 80. Il y a très longtemps, puis on ne s'est pas beaucoup parlé depuis, mais on s'est connus dans les années 80, c'est pas fort ça? Je ne dis pas, elle n'est pas venue pour moi ici, mais on se connaît, quoi. C'est beau l'amitié, il y a quelque chose des liens humains, c'est quand même beau ça. On ne peut pas détacher ces choses, il faut qu'on s'accroche à quelque chose, ça fait partie. L'amitié, l'amour, oui. Des choses bêtes comme ça, mais c'est bien les choses bêtes aussi. Oui, ben, moi aussi, je fais un petit salut à mon amie, qui est aussi dans la salle, Anne-Sophie. Donc, je voulais savoir, avant de terminer, de conclure, est-ce que quelqu'un aurait une question pour nos autrices? Je pense qu'on va t'entendre, Lynn. Avant tout, un remerciement à vous 4, en fait, pour vos questions et pour vos réponses, les réflexions que vous amenez en nous. Tout ça que je partage profondément. Donc, j'ai malheureusement pas pu lire vos ouvrages qu'on a déjà à la maison, mais enfin, sauf celui d'Olga, bien sûr, que j'ai lu. Mais en tous les cas, ça ne saurait tarder, ça c'est certain. Donc, j'avais plein de choses que j'aurais adoré discuter, continuer les discussions avec vous, mais je vais me limiter à... Donc, au-delà de mes remerciements, puis vraiment de tout ce que vous apportez là, de très sensible qui vient me toucher, sur la question qui était posée à l'annonce de votre entretien, c'était
est-ce que c'est un luxe de privilégier de parler d'enjeux environnementaux? Donc, j'aurais juste aimé, j'ai l'impression que vous l'abordez à travers le voyage, avec toutes les questions qu'on se pose, bien entendu, mais est-ce que vous avez cette impression, en tout cas pour moi, écrire sur les enjeux environnementaux, c'est aussi, en effet, on se pose cette question-là, est-ce que quand on parle d'appropriation culturelle, par exemple, est-ce que ça en serait une forme? Est-ce qu'on peut parler à la place du vivant? Moi, c'est une question que je me pose régulièrement. C'est quelque chose qu'on a envie de s'autoriser parce qu'on a envie de donner une voix, mais où est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Puis est-ce que c'est effectivement un luxe pour nous qui avons cette chance ou ce privilège? Justement, ça allait faire partie de la conclusion, donc merci d'avoir posé la question. Je ne sais pas qui voudrait commencer, Lune ou Christiane, Olga? J'ai l'impression qu'il y a deux questions dans cette réflexion. D'ailleurs, merci, je ne vous vois pas, mais merci pour cette question. C'est la question de cette conversation, est-ce que moi, par exemple, en tant que femme blanche, française, occidentale, et donc par conséquent privilégiée, donc est-ce que c'est un luxe d'écrire, est-ce que c'est un luxe de privilégier d'écrire sur les enjeux environnementaux? Je crois que j'ai envie de déplacer la question, parce que pour moi, écrire, c'est un élan, et il est évident que les auteurs et autrices qui écrivent, que ce soit de la fiction ou de la non-fiction, en abordant ces thèmes-là, ne sont pas que des auteurs privilégiés. Par contre, j'ai l'impression, mais ça peut être une question que je vous pose aussi, mais j'ai l'impression qu'en fait, le vrai privilège, c'est d'être lu. C'est-à-dire qu'on écrit, mais est-ce qu'on est lu? Est-ce qu'on est entendu? Comment on est lu? D'où on est lu? J'ai l'impression que peut-être la question, elle peut se retourner dans ce sens-là. Quand j'ai lu le thème de la conversation d'aujourd'hui, j'ai pensé à une entrevue retranscrite que j'avais lue entre Gregory Younging et l'autrice autochtone Lee Maracle, qui disait quelque chose comme « J'aimerais écrire du Lee Maracle, mais être lu comme… » Et elle donnait le nom d'un auteur qui n'était pas autochtone, mais qui avait beaucoup, à l'époque, de visibilité sur la scène littéraire autochtone. Et ça m'avait marqué il y a quelques années quand j'ai lu cet entretien, parce que c'est là où j'ai réalisé qu'on peut écrire, mais ne pas être lu, dans le sens où on n'a pas forcément la même visibilité que certains auteurs, que certaines autrices. On n'aura pas le même espace non plus sur les scènes littéraires. Et je le vois aussi en France, par exemple, sur les thèmes de l'éco-poétique et de l'écologie en fiction et en poésie. Ce sont toujours les mêmes autrices et les auteurs qu'on voit sur les scènes littéraires. Et très souvent, malheureusement, oui, ce sont des auteurs et autrices privilégiés. Merci Lune. Je vais passer la parole à… Oui, ben merci pour votre question, c'est vraiment très riche. Puis je suis tout à fait d'accord avec ce que dit ma collègue. Il y a plusieurs choses là-dedans. Je pense qu'une question qui m'intéresse dans ce que vous dites aussi, c'est est-ce qu'on peut parler à la place des vivants? Je vais le prendre par cet axe-là. Moi, c'est une question qui m'habite beaucoup quand même. Puis je vais citer justement Amitav Ghosh, qui est un auteur d'origine indienne qui a parlé des récits climatiques, puis qui donne à un moment en exemple le fait qu'une œuvre écrite par un auteur qui était non occidental avait été très mal reçue parce qu'on disait c'est une espèce d'épopée sans personnage, ça se passe sur, je sais pas, je me rappelle pas l'exemple précis, mais tu sais, c'est une question de ça se passe sur un temps très long, il y a des personnages qui sont des dieux, qui sont aussi des animaux, et ça avait été, et la personne avait dit ce n'est pas un roman, le critique.
Puis il dit, ben, c'est exactement le problème du roman occidental par rapport à la nature, c'est qu'on a concentré notre vision du roman sur voici un personnage qui vit une histoire, qui vit une tension. Il y a un conflit, le conflit est résolu, et donc voici, c'est ça l'histoire. Et ça, c'est une conception du roman qui est née au 19e siècle, qui s'avère être un siècle industriel où on s'est mis à accélérer notre exploitation de la nature. Donc moi, je trouve ça extrêmement intéressant puis stimulant en tant qu'autrice, de me dire comment on fait des romans aujourd'hui qui intègrent ces questions-là. Évidemment, je ne pourrais jamais vraiment avoir la perspective d'une plante ou d'un animal, ou en tout cas pas de façon assez concrète, mais quand même, ça me tente de me dire comment je peux, par exemple, écrire écrire une parole qui soit une communauté. Je peux quand même essayer de m'ouvrir à ces questions-là. Puis je trouve que c'est une des questions les plus stimulantes pour la création littéraire, en fait. Donc, le jour où je pourrai parler à une plante, elle me dira comment elle se sent. Mais c'est ça. Je pense que c'est une question super intéressante parce qu'en tout cas, moi, je me la suis souvent posée. Tu sais, qu'est-ce qui... c'est sûr qu'on est très teinté, on a une subjectivité, puis c'est la même chose, pour revenir à la question de ce privilège de la parole. Moi, j'en reste toujours très consciente quand même. J'ai eu des gros ennuis de santé en écrivant mon précédent roman et ça m'a fait prendre vraiment la mesure de ce que ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui n'est pas en santé. La vie d'écrivain, c'est une vie, la vie d'écrivaine, c'est une vie peu payante, très demandante. Il faut avoir des forces pour la vivre. Donc, je pense que... C'est aussi une classe sociale qui fait qu'on peut écrire, on est petit bourgeois ou bourgeois, qu'on ne peut pas être en deçà de ça. On ne peut pas être juste dans la... Ça fait partie du truc quand même, écrire... Petit bourgeois peut-être, mais on peut pas être travailler comme ouvrier dans une à temps très complet en faisant de l'extraction par exemple. Ce serait compliqué de vivre de ça puis d'écrire en même temps sur nos malaises par rapport je sais pas, à l'écologie ou à l'extraction. Ça fait partie. On est obligé d'être un minimum, je crois, bourgeois, disons. C'est la réalité actuelle, je pense. Puis en tout cas, je pense que, en tout cas, pour moi, l'important, c'est d'en être quand même assez consciente aussi, puis de remettre en question mes récits avec cette lunette-là, tu sais, de me la poser la question de qui je parle, d'où je parle. C'est ça, de rester situé, là, comme vous dites. Se situer et d'avoir aussi l'espace pour pouvoir le faire comme vous le dites. Oui, c'est ça, quand même. Il faut avoir quand même les revenus suffisants pour pouvoir le faire, même si c'est des petits revenus. Oui, totalement. Je pense. Merci. C'est ainsi que se termine notre midi littéraire. Donc, merci à vous d'avoir été présents. Et puis, merci encore une fois à Lune, Olga et Christiane. Donc, les midis littéraires, c'est tous les jours. Il y en aura un autre demain aussi, qui aura pour thème... Je vous le dis tout de suite. Qui aura pour thème « Comment penser l'appartenance à la Terre » avec Maria Zarif, Maïka Sondarger et Anne-Sophie Kouadio qui est présente dans la salle. Voilà. Super. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. Beaucoup.